Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du PluriPro-Late Show, votre rendez-vous dédié à l'exercice coordonné en maison de santé pluriprofessionnelle. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi sert une CISA, comment elle structure le travail en équipe, ou encore ce qu'elle peut vraiment apporter à votre projet? Si oui, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en toute simplicité et avec l'aide de nos expertes les clés pour comprendre ce dispositif incontournable. Prêt à explorer? C'est parti! Bonjour Vincent et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode du PluriPro-Late Show, les coulisses de l'exercice coordonné. Souvenez-vous, lors de nos précédents numéros, nous avions abordé les fondements des MSP, mais également l'ACI. C'est donc tout naturellement que nous nous retrouvons avec Anaïs cette fois-ci pour parler de la CISA. Bonjour Anaïs. Bonjour Fanny. Mais dis-moi, la PMSL est sur tous les fronts. Oui, on essaye en tout cas de répondre aux besoins de nos adhérents. Et c'est vrai que la création et la gestion d'une CISA suscitent quand même beaucoup d'interrogations. Donc bien qu'à la PMSL, on essaye d'introduire certaines notions, on peut apporter également quelques points de vigilance. On conseille très rapidement de contacter un cabinet juridique. Ce domaine étant très spécifique, il est vraiment important d'être accompagné par une personne qualifiée en la matière. Oui, évidemment, c'est important de le préciser, Anaïs. Donc une CISA appartient au domaine juridique, mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie ? Alors, une CISA, c'est un acronyme qui signifie Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. C'est une forme juridique qui date de 2011 et qui permet aux MSP de percevoir entre autres les ACI versés par la CPAM. Cette forme juridique a été tout simplement calquée sur la Société civile de moyens, la SCM, avec un changement d'objet pour s'adapter aux réalités de terrain, aux demandes des MSP. C'est donc important pour cela d'être accompagné par un juriste. Et puis pour les MSP qui ne contractualisent pas l'ACI, dans ces cas-là, la CISA n'est absolument pas obligatoire. Et alors, à partir de quand doit-elle être créée cette CISA? Et si c'est en lien avec l'ACI, j'imagine que ça doit être au moment de la signature du contrat tripartite entre l'ARS, la CPAM et la MSP. Alors non, pas tout à fait. Il y a quand même une certaine souplesse de la part de la CPAM puisqu'elle accorde une marge de manœuvre de 6 mois environ entre la signature de l'ACI et la création de la CISA. Déjà, à savoir, il faut absolument être officiellement validé MSP pour pouvoir créer la CISA puisque le projet de santé va être demandé en annexe de la création du dossier CISA. Deuxième information, c'est qu'en fonction de la date de création de la CISA va découler le premier versement de l'ACI, donc au plus tôt 3 mois ou au plus tard 6 mois après la signature de l'ACI. Ça veut dire que entre le projet de santé et la création de la CISA, il peut y avoir une période de chevauchement. Donc c'est à l'équipe de trouver son équilibre entre l'écriture, la rédaction du projet de santé et la création de la CISA. Et donc, comme tu l'as dit, l'écriture du projet de santé demande déjà beaucoup d'investissement à l'équipe. À cela s'ajoute la création de la CISA, mais il existe effectivement une souplesse de la part de la CPAM permettant aux équipes d'étaler ces étapes sur plusieurs mois pour éviter donc une surcharge. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais lors de nos échanges sur la MSP, tu disais qu'une association était déjà créée en parallèle. Alors, à quoi sert une CISA dans ces cas-là? Et l'association, est-ce qu'elle est encore utile? Alors, l'association peut encore s'avérer utile, en effet, mais non obligatoire. Donc, c'est bien à l'équipe de juger de la pertinence ou non de la conserver. Elle peut être utile pour 2 raisons. La première, c'est déjà qu'elle permet aux professionnels ne pouvant pas intégrer la CISA de s'impliquer malgré tout dans l'animation du projet de santé. J'entends par là les personnes qui ne sont pas enregistrées au code de la santé publique, c'est-à-dire les psychologues, les ostéopathes, les sophrologues, etc. Ça peut être aussi des élus, des usagers, des partenaires. Tout dépend de ce qui sera annoté dans les statuts de l'association. Deuxième intérêt de la conserver, c'est qu'une association apportera aussi plus d'avantages qu'une société par rapport aux collectivités territoriales, comme des subventions annexes, comme des prêts de salles, ou même encore intervenir dans des écoles pour des actions de prévention par exemple. D'accord. Et donc en lien avec la question de la CISA, qui peut justement l'intégrer? Alors ça va être au minimum 2 médecins généralistes et un paramédical. Les professionnels inscrits au sens du Code de la santé publique peuvent également être associés CISA, intégrer une CISA, et ce à titre personnel et non au titre de leur société. C'est-à-dire qu'un pharmacien peut tout à fait intégrer une CISA, contrairement à la pharmacie en elle-même, ce qui paraît plutôt logique. Quel est l'intérêt pour les professionnels de santé d'intégrer la CISA en plus de l'association? Alors, c'est une question qu'on nous pose en effet très souvent.
Je vais apporter 2 réponses qu'un cabinet juridique pourra évidemment un peu plus alimenter. La première raison, c'est que en fonction de la profession exercée par le professionnel de santé, le montant des CSCI pourra varier. La deuxième raison, c'est que être au sein, de faire partir de la CISA apporte également un pouvoir décisionnaire et la personne sera un peu plus aussi acteur des prises de décision financières et organisationnelles au sein de la CISA. C'est par exemple au sein de la CISA que va être réfléchie la répartition financière des indemnités, par exemple, où va être également voter ou non l'entrée de professionnels de santé au sein de la MSP. Et toutes ces informations toutes ces modalités de fonctionnement devront être annotées à la fois dans les statuts ou dans le règlement intérieur. Qu'est-ce qui différencie le statut du règlement intérieur ? Alors, ce sont 2 éléments juridiques indispensables. Les statuts, eux, vont plutôt relater l'organisation des associés, les pouvoirs dus ou des gérants. Le règlement intérieur est quant à lui facultatif. Il peut être déjà rédigé avant, pendant ou même après la création de la CISA et va relater plutôt tout ce qui concerne l'organisation opérationnelle, la répartition des tâches et également la coordination du suivi de projet, par exemple. Tu l'auras compris, Fanny, il n'existe pas de modèle type, contrairement à des statuts associatifs. C'est donc la raison pour laquelle il est important vraiment de se faire accompagner par un cabinet juridique pour la rédaction de celui-ci. Mais alors, clairement, quelles sont les étapes clés de la création d'une CISA ? Alors, il y a la première étape, ça va être de contacter un cabinet juridique. Évidemment, Fanny, merci. Vigilance tout simplement à ne pas contacter le cabinet juridique du cabinet médical, car les fonctionnements sont vraiment différents. Orientez-vous vers un cabinet juridique qui a bien une bonne connaissance du monde de la CISA, quitte à ce qu'il soit en distanciel. Deuxième étape, ça va être déjà de s'assurer que l'ensemble de l'équipe comprenne bien le sens de ce que c'est qu'une CISA et puis comprennent également ce dans quoi ils s'engagent et les enjeux que cela implique. Il est important vraiment de comprendre les responsabilités qu'être associé CISA engendre. On n'achète pas une maison avant de rencontrer son banquier, c'est la même chose avec la CISA. Effectivement. On voit bien que la création demande du temps. Et est-ce que alors ce temps est donc indemnisé ? Alors, en Pays de la Loire, l'ARS soutient les professionnels de santé en accordant une aide financière pour justement la création de leur CISA et l'indemnisation d'une partie de leur temps. Quels sont les grands questionnements que doivent se poser les équipes pour la création et la gestion de leur CISA ? Alors c'est peut-être moche à dire, mais il est vraiment important d'imaginer un possible divorce avant même le mariage. C'est plus facile de parler de sujets sensibles quand tout va bien encore dans l'équipe. Vous pouvez donc vous poser la question de qui peut intégrer votre CISA. Est-ce qu'un salarié peut l'intégrer ou même un médecin déconventionné? Et si oui, qu'est-ce que cela engendre? Quelles en sont les conséquences? Quelles sont les conditions aussi d'entrée ou de sortie de la CISA? Comment vous allez vous répartir les indemnisations? Quel régime d'imposition choisir? Quel type d'assurance souscrire? Ce sont plein de questionnements qui sont uniques d'une MSP à une autre. Il n'y a donc pas de réponse standard. Pour répondre à toutes ces questions, il ne faut pas hésiter donc à contacter le cabinet juridique et la PMSL est également en partenariat avec le cabinet Oudart qui répond gracieusement à toutes vos questions qui sont disponibles sur la foire à questions de notre boîte à outils. D'accord, merci Anaïs. Avant-dernière question, quel niveau d'implication nécessite une CISA ? Alors, il existe plusieurs niveaux d'implication. Tout dépend ensuite de l'engagement que chaque professionnel souhaite donner et souhaite investir dans la CISA. Il existe 3 niveaux d'implication qui devront apparaître dans les statuts. Dans un premier temps, l'implication la plus minime est celle d'être associé CISA, qui permet d'avoir un droit de regard sur la modification des statuts et du règlement intérieur, sur les entrées, les sorties des professionnels de santé, être entendu aussi quant à leurs envies d'action pluripro et de voter pour les membres du comité de gestion. Deuxième niveau d'implication, le comité de gestion justement. Il peut être comparé plutôt à un organe décisionnaire, par exemple sur la gestion budgétaire, la création de postes si salariat, l'orientation des actions du projet de santé, etc.
Et pour finir, nous avons la gérance. Elle prend la forme plutôt d'une direction de la CISA, entre guillemets, direction, et exécute les prises de décision du comité de gestion en lien évidemment avec le coordinateur ou la coordinatrice. En général, il est conseillé que la gérance se partage entre 2 ou 3 personnes, là encore pluripro. Je vais te donner un exemple, Fanny, pour que ce soit plus clair. Imaginons une MSP où il y a 25 professionnels de santé. 5 sont psychologues ou ostéopathes et donc, si tu m'as bien suivi, ne peuvent pas intégrer la CISA. Les 20 autres professionnels sont à la fois associés CISA et adhérents de l'association. Ils sont donc tous associés CISA et parmi ces 20 associés CISA, il y a 5 corps de métier qui sont représentés. Imaginons médecins, kinés, infirmiers, pharmaciens et podologues par exemple. Le comité de gestion va être composé ici de 5 personnes puisque à l'APMSL on conseille, ce n'est pas obligatoire mais c'est un conseil, que chaque corps de métier soit représenté au sein du comité de gestion, donc ici 5. Et parmi ces 5 personnes-ci, 2 ou 3 sont également gérants dans cet exemple. Merci Anaïs pour cet exemple très parlant. C'est intéressant à vous écouter, tes collègues et toi, il y a plusieurs rôles qui se dessinent dans la dynamique d'une équipe. Oui, en effet Fanny, oui, tu as très bien cerné les choses. Pour qu'une MSP vive, le projet est important, mais pas seulement. La dynamique aussi joue également beaucoup son rôle et il y a plusieurs rôles qui se dessinent en fait dans une équipe. Et là, pour en parler davantage, ce n'est pas un cabinet juridique, mais plutôt notre collègue Nolwenn qui pourra t'en parler un peu plus. Eh bien, ce sera au tour de Nolwenn alors de venir sur notre Pluripro Late Show. Merci Anaïs pour ton intervention. Je t'en prie, merci à toi Fanny. Merci également aux téléspectateurs pour leur écoute et à très bientôt pour un 4e numéro du Pluripro Late Show, les coulisses de l'exercice coordonné.